C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Manuel Valls est allé à Strasbourg ce mardi défendre un islam de France aux côtés de la ministre de l'Éducation, mais également du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le Premier ministre qui veut s'attaquer au défi de tout ce qui retarde, dit-il, cet islam de France. Il milite notamment pour une formation des imams et souhaite faire reculer le réflexe, dit-il, qui consiste à solliciter des pays étrangers pour le financement des mosquées. Les représentants des musulmans sont-ils favorables à cet islam de France? Est-ce à l'État français de l'organiser, cet islam? Cette incursion de l'État dans le fait religieux, n'est-ce pas contraire à la laïcité? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Chemseddine Hafiz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et vous êtes par ailleurs avocat de la Grande Mosquée de Paris. Absolument. Mohamed Bajrafil, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes imam à la mosquée d'Ivry-sur-Seine et vous allez nous dire si vous êtes pour cet islam de France, oui ou non. Mais avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le Premier ministre français Manuel Valls qui veut doubler l'offre de formation sur l'islam d'ici la fin de l'année. Le Premier ministre français. La formation, c'est en effet une des clés, sinon peut-être la clé, d'un islam qui se construit ici en France en toute indépendance, libéré d'influences, parfois néfastes, pas toujours, mais parfois néfastes, venues de l'extérieur. Il faut traiter les vrais problèmes. J'y insiste et le ministre de l'Intérieur le fait régulièrement, avec un objectif précis. Des aumôniers, des imams français, francophones, ou qui apprennent le français, qui aiment la France et qui adhèrent à ces valeurs. Valeurs de notre pays, mais valeurs dont nous avons la prétention de considérer qu'elles sont aussi des valeurs universelles. Mohamed Bajrafil, vous êtes d'accord avec Manuel Valls? Il faut former des imams qui sont en adéquation avec les valeurs de la République, qui parlent le français. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'en effet, en islam, c'est très fondamental de le souligner, et c'est très important. On ne peut pas émettre un avis juridique si on ne connaît pas le contexte. Donc de ce point de vue-là, il faut que la personne à qui on va s'adresser, à qui le fidèle musulman va s'adresser, sache le contexte dans lequel il vit. Et non, parce que j'estime que, comme on dit en arabe, la précipitation vient du diable et le fait d'agir calmement revient plutôt à Dieu. Et je trouve qu'il ne s'est pas passé 2 mois depuis les tristes événements que nous avons connus, que déjà on sort avec des mesures qui... Alors tout cela c'est beau et on commence à en parler depuis un moment. Sauf que jusqu'à maintenant... Ça fait quand même longtemps maintenant qu'on commence à parler de cet islam de France. Déjà sous Nicolas Sarkozy, je dirais 2003, depuis la création du CFCM. Ça fait 11 ans quand même. Mais bien entendu, sauf qu'au départ, et je pense que monsieur aura à le dire mieux que moi, parce qu'il en fait partie, moi je ne fais pas partie du CFCM, on a construit cet islam de France à partir des pays d'origine. Et aujourd'hui, on veut que, justement, il y ait cet islam de France avec l'idée qu'il faut rompre avec les pays d'origine dont on s'est servi hier pour faire cet islam. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut rompre avec ces pays d'origine? Il y en a assez que l'Algérie, le Maroc financent, par exemple, la Grande Mosquée, que l'UOIF soit financé par le Qatar. Vous êtes d'accord pour dire que ça suffit? Non seulement, c'est pas moi qui suis d'accord, mais les jeunes de France, les jeunes Français musulmans, ne se reconnaissent pas forcément dans des institutions qui, elles, viennent de pays d'origine, ou en tout cas sont considérées comme telles par eux. Chemseddine Hafiz, est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour la formation de ces imams? Alors oui, c'est un débat qui remonte à loin, puisque vous l'avez vous-même signalé depuis l'époque de M. Sarkozy, mais même avant, nous avons toujours pointé du doigt que la formation du personnel religieux, au-delà de l'imam, il y a l'aumônier, il y a d'autres personnels qui sont liés donc à l'islam et qui doivent faire l'objet d'une formation. On nous a toujours rétorqué que c'est la laïcité. Il y avait une séparation de l'État et de l'Église, ce qui est bien évidemment quelque chose que nous devons tous respecter, mais malheureusement, la Grande Mosquée de Paris a lancé à maintes reprises des formations d'imams qui ont toujours été difficiles à réaliser dans la mesure où aujourd'hui il n'y a pas de statut de l'étudiant de l'imam. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort avec son baccalauréat et qui veut faire un cursus d'imam
où il va aller pour pouvoir avoir certaines facilités qui sont données à des étudiants à l'université. Alors justement, Manuel Valls dit qu'il va doubler donc, le nombre de formations en France. On a parlé de l'université de Strasbourg et qu'il y aura d'autres universités. Vous dites que la mosquée de Paris a lancé cette formation des imams. Depuis longtemps déjà. Oui, mais qui les forme, ces imams? Est-ce que ce sont... Des enseignants, des imams, parce qu'en même temps... Français ou qui viennent de pays étrangers? Français, bien parce évidemment. Parce que c'est important non, c'est français. Il ne faut pas également que nous, je dirais... sur des problèmes aussi sérieux que cela, faire, je dirais, un certain nombre de slogans. Il y a une réalité aujourd'hui. Être imam, et là je parle sous son contrôle puisque il est imam. Un imam aujourd'hui, pour pouvoir être formé, il faut un certain nombre d'années. À la mosquée de Paris, on a décidé qu'il fallait avoir le baccalauréat et faire une formation. Et ce qui est important, c'est pas à l'université qu'on va apprendre à devenir imam. C'est dans une mosquée, c'est dans un lieu de culte. C'est d'être en contact avec un certain nombre de choses qui sont réelles. Bien évidemment que l'imam, celui qui va devenir imam, il a besoin d'une formation sur ce qu'on appelle des matières profanes, c'est-à-dire ce qui peut concerner le droit civil, le droit pénal, etc. Mais la vraie formation religieuse, d'abord l'apprentissage de la langue arabe. Et par la suite, les sciences religieuses nécessitent un minimum de 4 années de formation. Vous imaginez un bachelier qui va faire 4 années pour avoir un diplôme d'imam et de commencer à travailler, c'est extrêmement difficile. C'est pour cela que jusqu'à présent, et je relevais que le Premier ministre disait qu'il y avait des financements étrangers, certains néfastes, d'autres non. C'est ça également. Mais par exemple, la mosquée de Paris est financée par l'Algérie, on le sait. Elle a une partie de financement, mais ce n'est pas elle qui vit, je dirais, de manière artificielle sous la coupe de l'Algérie. Il faut quand même également arrêter de fantasmer sur ces questions. Le budget de la mosquée de Paris, ce que lui verse l'Algérie est véritablement, je dirais, quelque chose de plutôt symbolique qu'autre chose. Mais par exemple, pour la formation des imams, oui, aujourd'hui, l'Algérie s'y est impliquée parce que elle a été sollicitée. Les imams qui viennent aujourd'hui, qui sont détachés, il y en a 180 qui sont aujourd'hui sur le territoire français, qui sont encadrés dans le cadre d'un accord entre l'Algérie et la France, comme le Maroc, comme la Turquie. Donc mais est-ce qu'ils adaptent l'islam, j'ai envie de vous dire, l'islam aux valeurs de la République? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent à leurs fidèles? L'islam dit ça, mais nous vivons en République, voilà, voilà comment on adapte. Vous êtes imam, Mohamed Bajrafi. D'abord, vous êtes devenu comment imam? Ça, c'est une très bonne question et c'est là qu'il faut commencer. En fait, on veut partir de réalités qui sont des réalités, par exemple, chrétiennes pour ensuite traiter des réalités musulmanes. Or, il faut comprendre les choses telles qu'elles sont. L'imam n'est pas un prêtre. On ne devient pas imam. Il n'y a pas, comment dire, monsieur disait, une école de formation des imams. Dans les universités, même des pays musulmans, il n'y a pas des instances dans lesquelles on forme des imams. Il y a des universités dans lesquelles on forme des gens en théologie. Et parmi ces derniers, il y en a qui choisissent de devenir imam. Donc pour devenir imam, il faut tout simplement avoir fait un cursus de théologie, ce qui ne semble pas être le cas en France actuellement, parce que justement, pendant très longtemps, on n'a pas voulu regarder en face ces questions-là. On a voulu plutôt cacher ce sein que je ne saurais voir, comme dirait l'autre. Résultat des courses, aujourd'hui, la plupart des mosquées sont dirigées, si je puis dire, de ce point de vue-là, par des gens sinon autodidacte, en tout cas, qu'on a coopté parce que le vide a fait qu'il se trouve là. Donc... Mais alors vous, par exemple, en tant qu'imam, certains disent, voilà, ceux qui connaissent le Coran, qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre en faisant une lecture littérale du Coran, que ce n'est pas adapté à notre époque, à notre civilisation. Est-ce que vous, lorsque vous faites des prêches, lorsque vous rencontrez vos fidèles, vous leur dites, ben voilà ce que dit l'islam, on peut peut-être pas s'adapter, enfin se plier complètement à toutes les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran. Il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? Vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est
Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais on ne l'applique justement, pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que, justement, on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, ce n'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia, c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Chemseddine Hafiz, le CFCM existe depuis 2003. Pourquoi il n'est pas arrivé à organiser cet islam de France? Pourquoi finalement on a le sentiment, ce soir, qu'on en est toujours au même point? On pose toujours la même question sur la formation des imams, sur le financement étranger des mosquées. Ça a servi à rien, le CFCM? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le CFCM, quel est son objectif et quelles sont ses prérogatives? Quand on a créé le CFCM, c'était quoi? En 1999, lorsque Jean-Pierre Chevènement a voulu mettre, comme il l'a dit lui, à la table de la République, les musulmans, à l'instar des autres religions, c'était le culte. Il parlait bien du culte, il ne parlait pas d'autre chose. Mais en 2003, lorsque le CFCM a été mis en place, grâce effectivement à l'énergie et au dynamisme de Nicolas Sarkozy, on nous a tout de suite lancé dans l'affaire de la loi sur le voile à l'école, 2003, et à chaque fois qu'il y a eu un certain nombre d'opérations. On nous a même appelés, imaginez, on nous a même appelés pour discuter avec nos amis juifs sur l'affaire Plomb-Durci, lorsque Gaza avait, au mois de janvier de je ne sais plus quelle année, nous nous sommes retrouvés au ministère de l'Intérieur, assis avec les responsables du CRIF, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'il y avait des manifestations d'un côté pro-israélienne et de l'autre côté pro-palestinienne. Mais attendez, on est là pour mettre à la disposition des fidèles musulmans un lieu de culte décent, parce que nous respectons la loi à la fois française et européenne, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui parle du libre exercice de la religion. C'est ça qui était notre, je dirais, objectif final. Alors, aujourd'hui, il y a des lieux de culte, il y en a qui ont évolué. Ce qu'avait dit M. Sarkozy, sortir l'islam des caves pour que nous ayons au moins la possibilité d'avoir des lieux de culte, nous en avons. On est passé quand même aujourd'hui, on en a à peu près 2500. Qui a financé ces lieux de culte? Mais d'abord, les fidèles. Les fidèles d'abord, madame. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Il y a eu certains pays qui l'ont fait à travers des associations, etc. Mais si vous voulez, les grands pays qui sont des pays partenaires de la France à ce niveau-là, n'ont pas à rougir de ce travail qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, enfin, nous avons suffisamment de lieux de culte qui peuvent aujourd'hui accueillir l'ensemble des fidèles musulmans de France. C'est ça le fondement même de la création du CFCM. Le CFCM n'est pas une sorte de CRIF qui représente... Alors, soit d'un côté, on va devenir des communautaristes et à ce moment-là, le CFCM ou une autre instance peut devenir le représentant d'une communauté. Nous ne sommes pas dans le communautarisme. Et aujourd'hui, un Français qui veut faire de la politique, il en fera quelle que soit sa confession. Quand M. Kuckerman dit que tous les Juifs ont été attaqués, tués par des musulmans, nous avons réagi. Parce que lorsqu'il y a eu les profanations des tombes juives, malheureusement, on n'a pas dit que c'était des protestants, des catholiques, on a dit que c'était des mineurs français. Alors, quand il s'agit de personnes qui se réclament de l'islam, on leur colle tout de suite la religion musulmane comme étant une circonstance aggravante à l'acte criminel qu'ils ont commis, et pour les autres, ils sont des citoyens français. Alors, avant toute chose, lorsqu'on demande à des musulmans
de respecter les lois de la République, je crois que c'est leur faire insulte, parce qu'ils respectent à 99,99% les règles, les lois de la République. Parce que je vais vous dire une chose, l'islam, et ça je parle sous le contrôle d'un imam, l'islam peut être compatible avec ce genre de règles. La laïcité n'est pas quelque chose qui va freiner l'islam ou les musulmans de France, bien au contraire. Mohamed Bajrafil, est-ce que le CFCM représente les musulmans de France? Non, moi-même je vous le dis. Hein. Non. Non, mais ce que dit... En fait, le problème qui se pose et que ressentent la majorité des musulmans, c'est qu'ils se considèrent comme des suspects. En fait, ils ne peuvent pas, on ne peut pas être entièrement français quand on est musulman. Et c'est quelque chose qui produit malheureusement des effets très très graves, parce que finalement les jeunes qui partent ou qui sont partis pour le djihad, etc., eh bien, dans ce genre de discours, ils trouvent la raison de leur... qui justifie le prétexte, en se disant de toute façon, je ne serai jamais français entièrement parce que je m'appelle Mohamed ou parce que je suis considéré comme musulman, alors qu'ils voudraient être considérés à part entière, comme des Français à part entière, et l'histoire s'arrêterait là. Et sincèrement, quand je vois le Premier ministre, quand je vois le gouvernement s'intéresser à cette question, je me dis, mais là on est en train de bouger le curseur vers des questions qui ne sont pas les vrais problèmes. Le vrai problème de Mera, de Koulibaly et des Kouachi, c'est un problème qui n'a rien à voir avec les mosquées parce qu'ils ne les fréquentaient pas. Et c'est aussi quelque chose que l'on ne dit pas. C'est un problème socio-éducatif qui devrait être traité comme tel, mais on nous vient avec des solutions religieuses alors que ces jeunes-là, je ne les connais pas en tant qu'imam. Et pour être honnête avec vous, ceux qui vont jusqu'à ce bord-là ne me considèrent même pas comme musulman. Absolument. Et je trouve ça scandaleux qu'on vienne me demander à moi des solutions pour des problèmes socio-éducatifs dont je ne suis pas maître. Je suis d'accord que tous, parce que nous sommes dans un bateau commun qui s'appelle la France, cette France que tout le monde chérit, il faut que chacun de nous y aille avec les moyens qui sont les siens, mais qu'on vienne demander aux imams des comptes sur des problèmes socio-éducatifs que la société dans son ensemble n'a pas réussi à résoudre, je trouve sincèrement que c'est très déplacé, et de la part des imams qui acceptent qu'on leur demande cela, je trouve que c'est très irresponsable de leur part. Très rapidement, cette question d'un internaute, et j'aimerais que vous y répondiez tous les deux, Shemseddine et Dinafis, c'est quoi un islam de France pour vous? Pour moi, il n'existe pas. Monsieur Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait parlé « je ne veux pas d'islam en France, je veux de l'islam de France », c'est, je dirais, sur le plan politique qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de judaïsme de France ou de catholicisme de France. Il y a un islam et il y a des citoyens de confession musulmane qu'il faut absolument aujourd'hui considérer comme des citoyens égaux aux autres citoyens. La question de la confession, vous savez, comme pour toutes les religions, aujourd'hui, croire en Dieu, en Allah, comme on dit, c'est une relation verticale, spirituelle, entre moi et mon Créateur. Le reste de mon comportement dans la vie sociale, je dois être considéré comme un citoyen à part entière qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs, bien évidemment. Et il n'est pas question aujourd'hui d'essayer de nous affubler à chaque fois un espèce de complexe. Il est musulman, il n'est pas vraiment français, quel qu'il soit. Je suis avocat et je peux vous dire que véritablement, les gens aujourd'hui vivent des discriminations en permanence sur cette question. Quand les frères Kouachi, on les fait intégrer, on les intègre plutôt dans une communauté globale de 6 millions de France, je peux vous dire que moi, en tant que citoyen français et en tant que musulman, je suis triste à double titre. D'abord en tant que citoyen, mais en même temps du fait que des gens tuent au nom de mon propre Créateur et au nom du livre que je chéris pour qu'ils fassent de telles choses qui sont abominables alors qu'on sait pertinemment, pour toutes les religions, que la vie est sacrée. Et ça, il faut le rappeler à tous nos concitoyens, c'est important. Mohamed Bajrafil, un mot, c'est quoi un islam de France pour vous? Pour moi, je rejoins monsieur sur cette question, parce que, au risque encore de vous surprendre, lorsqu'on a demandé au prophète de l'islam, c'est quoi le meilleur des islams, sa réponse a été, c'est de donner à manger aux gens et de dire bonjour, salam, la paix, à celui que l'on connaît et à celui que l'on ne connaît pas. Donc, est-ce que ce n'est pas dans les valeurs de la République? C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit, et ça vous a surprise, que finalement, la France applique les finalités de l'islam
plus que tous les autres pays qui se réclament de l'islam aujourd'hui. Donc, dire que l'islam et la République seraient antagonistes, sincèrement, c'est pas connaître l'islam et c'est pas non plus connaître les vraies valeurs de la République. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi et on va tout de suite accueillir Karim Yayaoui pour tout ce qui a fait le buzz ce mardi sur les réseaux sociaux. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Bonsoir Karim. Bonsoir et un à islam tous. de France, le débat n'est pas nouveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On en parlait déjà avec le CFCM et on en parlait déjà il y a 11 ans, peut-être même 12 ans, même depuis 2003. Eh bien, d'après le Figaro, on en parle depuis encore plus longtemps, 30 ans d'une histoire mouvementée, d'après cet article du Figaro qui évoque différentes étapes. Alors, il y a eu l'islam des pères, celui de ces immigrés qui étaient venus en France, pas forcément pour y rester. C'était un islam qui n'était pas visible, puisque chacun pratiquait en toute discrétion. Et puis, il y a eu, dans la foulée de la marche des beurs en 1983, une volonté d'apparaître au grand public, que l'islam prenne sa place, que les musulmans soient représentés. Il y a eu l'UOIF en 1983, l'Union des organisations islamiques en France d'abord, avant de devenir l'Union des organisations islamiques de France en 1989, et puis le CFCM en 2003, qui a été conçu en quelque sorte sur un modèle napoléonien, sur le modèle du consistoire juif en 1808. Alors, toutes ces étapes ont été marquées par une volonté politique qui n'a pas forcément été jusqu'au bout à chaque fois. En tout cas, c'est ce que souligne cet article. Alors aujourd'hui, Manuel Valls utilise des termes un petit peu ambigus. Tout ce qui retarde un islam de France, pour lui, c'est ça contre quoi il faudrait lutter. Alors sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas forcément convaincu par cette idée d'islam de France, notamment Marwan qui écrit sur son compte Twitter, qui exprime l'idée que finalement ce n'est pas forcément une bonne idée. Quand un gouvernement veut choisir et éduquer ses imams, il crée sa propre religion. De leur côté, les musulmans ont leur religion, l'islam. Et puis Zora qui explique que finalement cette question est finalement peut-être dépassée parce que l'islam de France, ça existe déjà. C'est la pratique de millions de Français qui pratiquent en toute discrétion et embêtent personne avec leur foi. Une façon de dire que ces derniers événements, Vous êtes d'accord tous les deux. Hein. On est vraiment d'accord. Bien sûr, on est entièrement d'accord. Oui. En tout cas, c'est une façon de dire que ces drames qui ont frappé la France, eh bien, ce n'est pas une raison pour associer l'islam à ce qui a pu être fait par certains sur le territoire national. Et puis, du côté du Nouvel Observateur, on a le point de vue de Nabil El Nasri qui explique que tout ça part sans doute d'une bonne intention, mais tout d'un coup, la laïcité devient particulièrement malléable alors qu'on la met très régulièrement en avant. Il souligne aussi que du côté des musulmans, il y a des instances qui existent, mais qu'il les juge peut-être insuffisamment représentatives des musulmans et de l'islam de France. Et puis, il y a un tweet que je voulais vous montrer parce que certains n'ont pas forcément été d'accord avec la question d'un islam de France est-il possible. C'est le cas de Karim Briki parce que finalement, si on pose cette question, c'est qu'on envisage que ça soit impossible et cet internaute ne peut pas accepter l'idée que ce soit impossible. On peut le comprendre, c'est un point de vue. Et puis évidemment, cette question est éminemment politique et ce n'est pas un hasard si Nicolas Sarkozy a évoqué un texte commun entre l'UMP et le CFCM. Et ce n'est pas non plus un hasard si Manuel Valls a remis cette question sur le devant de la scène. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi, ce que je trouve, et malheureusement on n'en parle pas assez, lorsque M. Cazeneuve a fait donc ces différentes propositions, il a parlé d'une chose qui est fondamentale, c'est des centres de recherche qui sont dédiés à l'islam. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que moi, je pense profondément que la réforme de l'islam va se faire ici, à partir de la France. Et si on essaie d'élever véritablement cette religion et lui donner véritablement sa place, oui, le jeu en vaut la chandelle. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas que les propositions de M. Cazeneuve soient comme ça, balayées d'un revers de main. Il y a des choses très intéressantes. Et ça, c'est important. Et quand on parle de formation, bien évidemment, il ne va pas y avoir d'atteinte à la laïcité. Mais on a besoin aujourd'hui, pour éviter les financements étrangers, qu'il y ait réellement une prise en charge de ces questions de la formation. Et je rejoins ce que disait notre imam tout à l'heure. Alors, j'ai peut-être
mal utiliser le propos. Mais bien évidemment, il faut former des théologiens qui seront demain aumôniers, qui seront demain imams. Ce personnel religieux qui est important pour encadrer des musulmans qui, malheureusement, n'ont pas, comme les autres religions, cette éducation religieuse qu'ils ont à la base. Ce qui est pour les juifs de se préparer pendant 3 ou 4 ans pour faire leur bar mitzvah, ou pour les jeunes catholiques qui font le catéchisme, etc. Les musulmans ne font pas tout cela. Ils sont là à c'est censé essayer être une religion très simple, en Absolument. fait. Et qu'on n'a pas besoin de clergé. Et ça aussi, c'est une notion fondamentale. Ce qui n'est pas du tout la porte ouverte à tout et n'importe quoi, mais au contraire, la liberté est donnée à tout un chacun de recevoir le message qu'il reçoit et de le juger. Moi, quand je parle en tant qu'imam, je n'ai pas le droit de dire que ce que je dis, c'est une vérité révélée. J'ai au contraire le devoir de dire à ceux qui m'entendent, qui m'écoutent, que, eh bien, ils doivent choisir parce que devant Dieu, c'est pas de moi qu'ils auront à parler, mais ils auront chacun à parler de ce qu'ils auront fait, et ça, c'est fondamental. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Karine. C'était une chronique un peu plus courte, mais en tout cas, elle sera complète. Voilà, avec Raphaël Kahn, 20h45, heure de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Tout de suite, le journal sur France 24. Très belle soirée.